Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, nouvel épisode de Comme à la maison. Comme le dernier avec Louis le mangaka, il a été enregistré à la Japan Expo. Mon invité, c'est Mitsugi, le youtubeur français qui est parti vivre au Japon. Tu vas voir, j'aime beaucoup, vraiment, cet épisode-là. Bon, deux choses. Vu que c'était la Japan Expo, j'ai essayé de travailler sur le son, donc s'il te plaît ne m'en veux pas si parfois c'est un peu particulier. Mais tu vas voir, j'ai quand même fait du plutôt bon boulot. J'ai été trahi par la technique cette fois-ci. Alors, dans le premier épisode, enfin dans l'épisode dernier, pardon, les micros sont tombés en rade, là c'est ma caméra qui a fait ce qu'elle a voulu. En gros, tu le verras dès le début, c'est bien cadré. Puis chez un moment, j'étais debout, elle a suivi ma tête. Et je me suis assis, et la caméra n'a jamais suivi. Donc, on nous voit à la caméra, mais c'est pas très bien cadré. Je m'en excuse, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de zoom ou sur l'invité quand il parle. L'image sera fixe. Malgré tout, tu pourras profiter vraiment dans de bonnes conditions de l'audio. Tu verras, c'est une... Je m'envoie des fleurs, c'est une bonne interview. Une bonne interview aussi parce que Mitsugi a été magique, magnifique. C'est pour moi une très très belle rencontre de cette Japan Expo. Et je suis très content parce que quand tu suis des gens en vidéo, ce qui est mon cas, je le suis, et que tu as une très bonne image de ces gens-là, tu te dis « Ah, j'espère que ma rencontre, je ne serai pas déçu. » En vidéo, il est là. En vrai, il est encore bien au-dessus. C'est quelqu'un de profondément gentil, abordable, sympathique. Voilà, je le remercie, je lui envoie plein de cœurs à lui et à toute sa petite famille. J'arrête de papoter. Générique, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. La Japan Expo se passe bien? Oui? Bon, super. J'espère en tout cas qu'on va passer un très très bon moment, et même pas j'espère, je le sais, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, vraiment, de recevoir Mitsu. Merci Mitsu. Merci à toi, bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est trop plaisir, merci beaucoup. Alors, sur ma chaîne YouTube, je fais ce format, donc comme à la maison, dans lequel on discute en mode un petit peu chill, entre potes. Je vais me mettre en mode entre potes alors. Voilà. Mettons-nous bien. Voilà. Je vais te poser plein de questions. S'il y en a qui te dérangent, s'il y en a qui t'embêtent, n'hésite pas à les dropper. Parce que non, je ne lui ai pas donné les questions avant. Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Super. Est-ce que parmi vous, parce que je demande, on ne sait jamais, il y en a qui ne connaissent pas Mitsu? Plein, je pense. Bon. Bonjour à tous. Alors dans ce cas-là, on va un petit peu développer qui est Mitsu. On va commencer par là, c'est la base. Donc, tu es au Japon depuis 2011, tu es français. Oui. Alors si je dis une bêtise, tu me le dis. Je te corrige. Tu dis hop, t'hésites pas. Il n'y a pas de souci. Tu as fait beaucoup de boulots différents là-bas. Oui. Beaucoup de baito, donc des petits boulots. Ouais. Mais aussi modèle, comédien, musicien. Et ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, créateur de contenu, youtubeur. Ouais. Tu as une première chaîne sur laquelle tu parles de musique. Tu fais de la musique. Parce que je faisais de la musique. Tu faisais de la musique. Exactement. Mais aujourd'hui, on va parler de l'autre chaîne, Mitsu. Ta première vidéo date de janvier 2021. Le premier dimanche de 2021, ouais. Donc 2 ans et demi. 2 ans et demi. Tu as 161 000 abonnés. C'est fou quand j'y pense, mais ouais. Voilà, on a commencé ensemble, j'en ai même pas 1000. Et 91 vidéos. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est... J'aimerais qu'on revienne sur les débuts de ton aventure. Donc, en fait, de ton départ au Japon. Comment et pourquoi le jeune Mitsu se dit un matin, je vais aller au Japon? Longue histoire. Longue histoire, ça date de... Tant pis. Non, le Japon, ça est... À l'heure actuelle, je ne saurais pas te dire quel a été le tournant, à quel moment je me suis dit, le Japon, je kiffe ça. C'était trop jeune, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire très tôt. J'ai ma maman qui m'a appris à lire très tôt. Et je lisais énormément de bouquins et j'adorais les bouquins sur l'Asie. L'Asie, ça m'intéressait vraiment. Et j'avais beaucoup de bouquins sur le Japon, surtout à la maison. Et dès que j'en trouvais, des bouquins sur l'Asie, mais je te parle de ça, j'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Et je lisais beaucoup de bouquins. Et donc pour moi, déjà, l'Asie, c'est quelque chose qui me plaisait. Et un jour, ma mère, elle m'a acheté la Super Famicom, c'est la Super Nintendo en France.
Et j'ai commencé à jouer aux jeux Mario. Et quand j'ai compris que ça, c'était aussi fait au Japon, j'ai lié les deux, je me suis dit, mais c'est un truc de fou en fait. Et je me suis mis à ce moment-là dans la tête, je te parle de ça, j'avais 5-6 ans, je me suis dit, bah moi je vais devenir créateur de jeux vidéo et je vais partir au Japon quand je serai grand. Et j'étais déjà jeune, tu vois. Et donc ça, c'est le rêve de gamin quand t'es petit. Et à partir de là, moi j'ai toujours aimé la musique aussi, j'ai toujours eu un peu la fibre musicale. J'ai commencé la guitare quand j'avais 8, 9, 10 ans. Et j'ai découvert la musique japonaise à la même époque. Et ça a été un coup de foudre total qui a fait que je me suis dit, ok, j'ai envie de faire de la musique en japonais. Ça veut dire que j'ai envie de savoir parler japonais parce que j'ai envie de comprendre ce que ces gens-là sont en train de chanter et j'ai envie de pouvoir moi-même écrire mes paroles. Et ça, j'avais 10-11 ans. Et j'ai commencé du coup, bah, moi de mon côté, j'ai acheté des bouquins, pareil, pour apprendre le japonais. Je séchais les cours d'anglais pour apprendre le japonais, c'est pour vous dire, il faut pas faire ça les gens, ne séchez pas les cours. Et j'ai séché mes cours d'anglais pour apprendre le japonais. Et du coup, j'ai appris tout seul, à mon rythme. Et j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Mais à un moment, avec ma mère, on est descendu dans le Midi-Pyrénées. Qui dit Midi-Pyrénées dit Toulouse. Et il faut savoir qu'à Toulouse, il y a une grosse communauté japonaise. Et j'ai rencontré cette communauté japonaise, avec qui je suis devenu ami. Et j'ai pu commencer à parler beaucoup japonais, tout ça. Et ces gens-là, ils m'ont apporté énormément. La première chose, c'est le japonais. C'est-à-dire que j'ai été capable, à 19 ans, en partant au Japon, de savoir parler japonais parce que je le parlais déjà dans mon quotidien en France. Et deuxième chose, ils m'ont apporté tous les codes sociaux nécessaires pour bien s'intégrer une fois au Japon. Parce que ces codes-là, eux, ils les avaient entre eux, comme c'était une communauté japonaise. C'était des Japonais entre eux en France. Donc quand ils se parlaient entre eux, ils se parlaient en tant que Japonais, pas en tant que Français ou quoi que ce soit. Et forcément, quand moi j'étais avec eux, et moi je leur ai dit tout de suite, parlez-moi en japonais, soyez japonais avec moi le maximum, parce que j'ai envie d'apprendre. Une vraie immersion. Exactement. Et je me suis déjà un peu immergé. Ça passe, ça passe. Ça passe. Ça passe. Je parle 3 langues. Hein. Il y en a certaines qui... Et donc, ouais, c'était une première immersion dans la culture japonaise grâce à eux. Et ça m'a amené du coup à 19 ans. Moi, j'avais un petit groupe de musique. Je me disais, bah moi, j'ai envie de faire de la musique au Japon. C'était vraiment mon rêve à ce moment-là. Et je sais pas, je me suis dit, si j'y vais pas maintenant, j'ai loupé le coche. Et du coup, c'est à 19 ans, j'ai préparé un peu mon voyage. Et le 11 mars 2011, j'ai décidé de prendre l'avion pour partir au Japon. Et il s'est passé ce qui s'est passé, tremblement de terre, etc. Voilà. Il ne connaît pas les questions, parce qu'on en parlait juste après. Ah, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Quand tu vas au Japon, donc cette première fois à 19 ans, c'est dans le but d'y passer un moment ou d'y vivre? Ça, c'est une bonne question parce que moi, la première fois que j'y suis allé, donc j'avais pris un visa Working Holiday, c'est un visa d'1 an, et c'est un visa qui n'est pas renouvelable. C'est-à-dire qu'une fois que ton visa il est terminé, normalement, tu peux pas rester au Japon, tu es obligé de rentrer une fois en France pour ensuite, soit trouver, si tu as quelqu'un qui t'embauche, prendre un autre visa, un visa travail ou quoi que ce soit. Donc moi, je savais que mon visa, c'était un visa à court terme que je pourrais potentiellement ne pas renouveler. Mais j'étais un peu craqué, j'ai dit tant pis, je trouverai une solution, t'inquiète poteau. Donc je suis vraiment parti en me disant, si ça me plaît vraiment autant que je l'imagine, j'aimerais y rester, forcément. Mais je sais aussi que j'ai quand même cette épée de Damoclès de 1 an sur la tête. Et je vais juste voir qu'est-ce que je peux faire en 1 an. On va voir où ça me mène en gros. Donc j'étais un peu entre les deux. Si je pouvais rester, j'avais envie de rester. Mais je savais que potentiellement, au bout d'1 an, j'allais rentrer en France. Ok. Je me permets une petite question pour le public. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que j'entends qu'autour, c'est un peu bruyant. Je vois des oui, on est bon. Super. Super. 19 ans, tu fais une belle immersion en France, tu arrives au Japon, plein de rêves et d'espoir comme nous tous. Sauf que malheureusement, il se passe quelque chose d'assez gravissime. Est-ce que tu peux, ou est-ce que tu as envie de nous en toucher un petit peu de mots? On peut en parler, c'est important et surtout que c'est un passage assez important de ma vie parce que ça a été assez fondateur pour moi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis parti, c'était pas prévu forcément, je suis parti le jour du tremblement de terre. Désolé. C'est pas tout. Si tu veux qu'on passe la question. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste... Et je suis parti ce jour-là, il faut savoir que j'étais dans le dernier vol qui partait de Paris qui allait au Japon. À partir de là, Narita et les aéroports au Japon, avec tout ce qui s'est passé, ils ont bloqué les arrivées. Donc j'étais vraiment le dernier vol qui partait de Paris à ce moment-là. Et ça a tremblé, j'étais encore ici. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé et ça a tremblé. Ça a tremblé avant, donc j'étais au courant du tremblement de terre avant de partir. Sauf que j'étais à l'aéroport. Et il y avait tous les Japonais qui devaient monter dans l'avion avec moi à ce moment-là. Il y avait les grands écrans à Charles de Gaulle qui montraient les news. Et donc on voyait ce qui était en train de se passer. Alors forcément, tout le monde peut-être un peu décomposé en mode qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos familles vont bien? Est-ce que tout ça? Donc les gens autour de moi, forcément, ils étaient assez choqués de ce qui se passait. Et on se posait tous la question de est-ce qu'on va pouvoir partir au Japon? Est-ce que, voilà, encore une fois, tout le monde va bien? Et on n'avait pas encore vraiment l'amplitude de ce qui était en train de se passer parce que
nous, on a vu le tremblement de terre. Ça a amené un tsunami derrière, ça a amené Fukushima derrière. Ça a été énormément de choses qui sont arrivées, ça a été une déferlante. Et donc moi, à ce moment-là, je me retrouve à Charles de Gaulle. L'avion, il est retardé. Ma mère qui m'appelle, qui me dit « Bon, t'as vu ce qui se passe? Ce serait peut-être temps de rentrer à la maison, t'iras au Japon une autre fois, tu vois. » Et donc moi, j'ai un choix à faire à ce moment-là. Je me dis « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais quand même et tant pis, let's go, je vais voir ce qui se passe? Ou est-ce que j'écoute ma mère et je rentre à la maison et puis c'était pas le bon moment pour partir, tu vois. » Sauf que je saurais pas te l'expliquer. Je suis pas quelqu'un de spirituel, pas du tout. Mais je sais pas pourquoi t'expliquer. J'ai cette petite voix dans la tête qui me dit là, si tu pars pas maintenant, ce sera plus ton moment. C'est maintenant qu'il faut partir. C'est très bizarre. Et du coup, j'ai ma mère au téléphone et j'essaie de lui expliquer, mais forcément, elle ne veut pas parce qu'elle s'inquiète et c'est normal, les mamans s'inquiètent. Et elle veut absolument que je rentre. Sauf que moi, je lui dis non, je pense vraiment qu'il faut que je parte en fait. Je sais pas s'ils ont besoin de moi là-bas. Si je peux les aider, je les aiderai. Mais voilà, il faut que j'y aille. Et au final, j'ai éteint mon téléphone. Pire truc à faire quand t'as ta maman qui s'inquiète, vraiment. J'ai éteint mon téléphone, j'ai attendu que l'avion parte, je suis monté dans l'avion et puis j'ai recontacté ma mère une fois à Tokyo. En arrivant à Narita, tout était bloqué, il n'y avait pas de train, pas de bus, on ne pouvait pas rentrer dans le centre, donc on a dû attendre à l'aéroport. Et puis après, au bout d'un moment, on a enfin pu prendre le train, j'ai enfin pu arriver à Tokyo. Mais voilà, c'était vraiment fou. Et puis tout ce qui s'est passé par derrière, forcément, qu'on a appris pour le tsunami, on a appris pour Fukushima. On avait un petit peu peur, c'était un petit peu comme l'époque de Tchernobyl, voilà, avec les nuages, tout ça, on savait pas en fait. C'était beaucoup de questions. Pour savoir, par exemple, petite anecdote, les gens sont peut-être pas forcément au courant, à cette époque-là, moi je suis arrivé, pour moi, la télévision japonaise, c'était des émissions loufoques, c'était des trucs de malade. J'allume la télé, il n'y avait plus aucune émission. Il n'y avait rien, il n'y avait que des publicités qui étaient en mode il faut qu'on s'entraide les gars, et les news, H24. Et ça a duré un bon mois, où il n'y avait plus aucune émission de télé à part ça en fait. Et donc c'est pour montrer un peu la période que c'était. Pour te dire, par exemple, à Tokyo, il y avait ce qu'on appelle le Setsuden. C'était pour économiser un maximum d'électricité, pour éviter de pomper sur la centrale, parce qu'on savait que c'était dangereux. En fait, chaque zone de Tokyo, elle avait des délimitations. On disait, par exemple, de telle heure à telle heure, vous avez de l'électricité, mais de telle heure à telle heure, vous ne l'avez plus. Et en fait, on se partageait comme ça. Il n'y avait que quelques zones de Tokyo qui avaient l'électricité en même temps, en fait. Donc, c'est assez compliqué. Mais pour terminer là-dessus, parce que je pourrais en parler des heures, c'était une période compliquée, ça m'a apporté beaucoup de problèmes, beaucoup de galères, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, 12 ans et demi, bientôt 13 ans après, je me dis que si j'étais pas parti ce jour-là, au final, l'instinct que j'ai eu, il était vrai parce que les gens que j'ai rencontrés, parce que je suis allé à ce moment-là au Japon, et toutes les choses qui en ont découlé, c'est ça qui fait que je suis assis là et que je suis en train de te parler en ce moment, en fait. Donc, a posteriori, je suis très content d'être parti ce jour-là, au final. Alors déjà, il y a un petit message qui apparaît en bas, comme vous pouvez le voir, hein, qui dit « Ne faites pas comme Itsu, écoutez vos parents », déjà de base. Oui. Voilà. Hein. Mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, à ce moment-là, ou n'y seraient pas allés, ou auraient peut-être choisi de revenir. Sont repartis. Et ça, c'était rigolo parce que la plupart des gens à ce moment-là sont repartis. Les expatriés qui vivaient à Tokyo à ce moment-là, ou même au Japon, de manière générale, il y en a beaucoup qui ont dit « Vas-y, là c'est dangereux, Fukushima, tout ça, il faut repartir ». Donc il y a eu une grosse vague en fait de gens qui sont repartis. Pour te dire, quand je suis arrivé à Tokyo, je recevais des mails de Air France qui me disaient on vous donne un billet gratuit, rentrez en France. Est-ce que tu saurais nous dire, c'est quoi le sentiment qui t'a fait rester? Déjà parce que ça faisait trop longtemps que j'avais envie de venir. Donc je me dis, j'ai pas préparé ce voyage depuis tant d'années pour partir le premier jour venu. Et puis au final, en arrivant, moi j'avais personne, j'avais pas de connaissances sur place. Mais les gens que j'ai rencontrés tout de suite, il y a eu un attachement parce que cette période-là, forcément, il y a de l'entraide. Il y a, par exemple, moi, je suis arrivé à Tokyo. Tokyo, du coup, c'était pas très loin, c'est à 250-300 bornes de Fukushima. C'est suffisamment proche pour qu'on s'inquiète, même si au final, c'était suffisamment loin pour que ça va. Mais ma mère s'inquiétait énormément. Comme je t'ai dit, forcément, elle sait que je suis parti, beaucoup d'inquiétude. Moi, j'ai voulu la rassurer quand même, malgré les bêtises que j'ai fait. Et j'ai dit, je vais partir dans le sud. Sauf que moi, je ne connais rien à ce moment-là de Tokyo. C'est autant j'ai les codes sociaux, grâce à mes amis en France, autant la manière de faire à Tokyo, comment on achète un ticket, comment on prend le bus, comment on réserve, j'en sais rien du tout. Et je suis arrivé dans une guest house à Shinjuku, et les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient tous en mode, vas-y, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui est en train de se passer? Surtout qu'on voyait la déferlante, mais on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait par derrière. On disait, ok, là on a eu un tremblement de terre, un tsunami, un Fukushima, c'est quoi qui va arriver après? On ne savait pas en fait. Heureusement, ça s'est arrêté là. C'était déjà suffisant, mais on ne savait pas, nous, à ce moment-là. Donc, il y avait un sentiment d'entraide qui était très fort. Et ces gens-là, ils m'ont énormément aidé. Moi, je me suis dit à un moment, je vais partir dans le sud pour rassurer un petit peu ma mère. Au moins, je voyagerai un petit peu. C'est ces gens-là qui m'ont acheté les tickets, qui m'ont dit, vas-y, on va t'amener jusqu'au bus pour que tu puisses prendre le bus, etc. Il y avait un fort sentiment d'entraide. Et ça fait qu'à aucun moment, je me suis retrouvé en mode,
mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? C'est dangereux. J'ai aucun sentiment de panique. J'étais très rassuré et on était juste des gens qui s'entraidaient et qui essaient de vivre le moment le mieux possible en fait. Après ça, il se passe environ 10 ans. Alors oui, c'est un grand bond, mais comme on l'a dit sur ta chaîne, il y a un très bon format qui s'appelle Minimitsu, où tu parles beaucoup de toi, tu réponds aux questions. Donc ça, volontairement, au final, tous ces 10 ans au Japon, où vous le connaissez parce que vous êtes allé voir sa chaîne, ou alors allez voir sa chaîne. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ça va être ton arrivée sur YouTube. Ok. La question, c'est, alors, après tout ce que tu as fait comme boulot, qu'est-ce qui t'a motivé ou qui t'a motivé à faire une chaîne YouTube? Surtout le qui. Ah, je vois vite fait. Surtout le qui, effectivement, les gens le savent. Hein. Les gens le savent, moi je ne sais pas, moi je demande, je ne sais pas. Est-ce que vous le savez? Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, YouTube en soi, c'est rigolo parce que ça fait longtemps. Moi j'adore la vidéo à la base. Et j'étais un peu vidéaste en mode hobby de mon côté, je faisais des vidéos. J'ai commencé moi je suis musicien à la base. J'ai commencé la vidéo en tournant des clips pour le petit groupe que j'avais à l'époque, etc. Et j'avais une passion vraiment pour la vidéo. Et plein de fois, je me suis posé, je me suis dit, j'aimerais faire un truc sur YouTube. Et j'ai réfléchi, je regarde un peu. Moi, par exemple, je suis beaucoup le format tech. Ça n'a rien à voir avec le Japon. Mais tout ce qui est format technologie, tout ça, je suis les youtubeurs canadiens, américains, les Peter McKinnon, etc. J'adore ça. Et donc, je me dis, ok, ça pourrait être sympa. Mais la question qui se posait le plus, c'est que je suis un Français au Japon qui parle japonais, qui parle français, qui parle un peu anglais. À quel public je dois m'adresser là-dedans? Est-ce que je fais une chaîne YouTube pour des Japonais? Est-ce que je fais une chaîne YouTube pour un peu tout le monde en anglais? Ou est-ce que je le fais pour des Français en français? Et cette question, ça peut paraître rien, mais ça m'a trigger pendant très longtemps. Ce qui fait que j'ai rien fait pendant très longtemps. Et je me suis juste focus un peu sur la musique, parce que c'est pour ça que j'étais venu à la base au Japon. Et j'avais ma petite chaîne musicale sur laquelle je mettais mes clips, mes covers, ce genre de choses. C'est une toute petite chaîne qui faisait des centaines de vues. Et déjà à l'époque, j'étais en mode wouhou, let's go! Moi, j'étais trop content. Je faisais 200 vues sur une vidéo, j'étais waouh! Et arrive le Corona. Et le Corona, ça a fait beaucoup de choses. Ça a fait que moi, mon travail au Japon, c'est la télévision. Sauf que tout ce qui est tournage, etc., ça a été cut en fait. On ne pouvait plus rien faire. Il n'y avait plus de tournage, il n'y avait plus rien. Et moi, il faut savoir que pour bien comprendre en fait la galère dans laquelle je me suis retrouvé à ce moment-là, c'est que mon travail, je suis payé à pas la performance, mais au travail que je fais. C'est-à-dire que quand je fais un tournage, je suis payé pour ce tournage. Si je fais pas de tournage, je suis pas payé. Voilà. Et donc quand on arrive à un moment du Corona où il n'y a plus aucun tournage, je me retrouve avec trop de temps et finalement très peu d'argent parce que j'ai juste les économies qui sont mises de côté. Donc moi à ce moment-là, je me dis tant pis, je vais rester chez moi, je vais dépenser le moins de thunes possible, je vais faire des vidéos dans ma chambre. Donc moi je faisais des covers à ce moment-là. Et arrive un jour où je me connecte tranquillement, je suis sur la toile et je vois sur Twitter un certain Louis San, voilà, Louis San, youtubeur franco-japonais, qui lui se retrouve dans il a un problème lui de son côté, c'est que lui il a besoin de faire des photos à Tokyo, sauf que la personne qui est son photographe, qui est français, à ce moment-là avec le Corona il peut pas aller au Japon. Lui il est japonais, il a son passeport japonais, il peut venir, mais son photographe il peut pas. Et du coup il met un petit message sur Twitter où il dit j'aimerais trouver un photographe sur Tokyo, envoyez-moi ce que vous savez faire, etc. Moi je fais des vidéos, j'ai un appareil donc je fais des photos à côté. Sur mon temps libre, je me considère pas comme professionnel de la photo. Non, je ne suis pas du tout. Mais je fais des petites photos. Quand j'ai vu son tweet passer, je me suis pas senti concerné parce que je me suis dit, lui, il cherche un professionnel. Il cherche quelqu'un dont c'est le métier qui va faire des trucs de malade, tu vois. Donc j'ai vu ça, j'ai dit, tant pis, c'est pas pour moi, j'ai laissé passer. Le lendemain, j'ai un pote à moi qui m'a retagué sur le même tweet en disant, hey Mitsu, ça pourrait t'intéresser. Et va savoir, peut-être signe du destin. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est effet papillon, tout ça. Je me dis, des petits choix, des fois, ça peut t'amener loin. La preuve que. Je me dis, je vais quand même lui envoyer, on sait jamais. Au pire, il me répond pas et j'aurais rien perdu, j'aurais juste perdu 2 minutes à lui envoyer un mail. C'est que là. Et donc, j'ai envoyé un mail juste avec les photos que j'avais prises par rapport à ce qu'il avait demandé, tout ça. Et 2 jours après, il me contacte en me disant, Mitsu, j'aime bien tes photos, let's go, on se voit dans 10 jours et on fait des photos ensemble, quoi. Et moi, à ce moment-là, vraiment, j'étais dans ma chambre, j'étais en slip, tu vois. Je fais, quoi? Attends, dans 10 jours, je vais rencontrer Louis San à Tokyo prendre des photos, c'est fou. Mais vraiment, je suis tombé des nues. Et je me retrouve 10 jours plus tard, avec Tokyo, avec Louis dans Shibuya. Et puis on discute, on prend des photos et on a vraiment passé la journée ensemble. Il m'a même amené dans son quartier d'enfance, tout ça, parce que lui il devait aller se faire couper les cheveux. Enfin voilà, j'extrapole, mais vous comprenez. Et pendant cette journée, on discute tellement que moi je lui parle du fait que les photos c'est cool, mais moi je suis vidéaste à la base. Et du coup, moi je fais des trucs de mon côté, mais sans attente. Juste dans la discussion, c'est venu.
Et à un moment, il me dit ouais, j'aimerais bien faire une vidéo sur les tatouages et tout. Je connais pas de gens. Je dis moi, je connais plein de gens. Moi, j'ai du tatouage. J'ai une pote, elle est tatoueuse. Si tu veux faire une interview, moi, je te la présente, tout ça. Et au final, à la fin de la journée, il dit attends, tu sais faire tourner une caméra, tu sais faire du montage, tu connais des gens sur Tokyo. On va bosser ensemble, mon pote. On va bosser ensemble. Et du coup, on s'est retrouvés vraiment genre 10 jours après. Vous avez peut-être vu la vidéo sur sa chaîne, qui est la première vidéo qu'on a fait ensemble sur justement les tatouages au Japon. Et c'est arrivé de cette discussion qu'on avait eu le premier jour au final. Et donc moi, je me suis retrouvé sur plusieurs mois à faire cadreur pour Louis, à cadrer ses vidéos, à monter ses vidéos, à lui présenter des gens. Par exemple, le format Les Japonais qui viennent en France, c'est des potes depuis 10 ans. C'est tous mes potes, c'est moi qui lui ai présenté à la base. Mais du coup, voilà, non, on a commencé à bosser ensemble et surtout, on est devenus très amis. C'est-à-dire que là où ça a commencé en mode collègue de travail, très rapidement, l'aspect collègue de travail il a disparu pour être, on est devenus super potes en fait. Il y a vraiment eu un match. C'est comme un match amoureux, c'est comme un coup de foot, mais un coup de foot amical. On s'est très bien entendu. Et par la suite, il y a eu Tev, forcément, qui m'a présenté aussi. J'ai commencé à faire des vidéos avec Tev. Et pour en arriver, je suis désolé, hein, c'est très long et je viens à ta question. C'est eux, en fait, au bout d'un moment, qui ont dit Mimitsu, dès qu'on fait des prods ensemble, tu nous parles de telle expérience que tu as fait, de monsieur a été host, monsieur a été idol, monsieur a été machin. Il fait, mais ça, t'en parles sur YouTube, c'est trop bien. Les gens veulent entendre ça. Sauf que moi, c'est mon histoire. J'ai jamais pensé que ça pourrait intéresser les gens, en fait. Savoir ce que moi j'ai fait dans ma vie. C'est moi qui l'ai vécu, tu vois, mais jamais je me suis dit, ça, si je le raconte à des gens, ça peut les intéresser, ça peut leur apporter un message, peut-être, sur le fait de, je sais pas, suivre ses rêves, des choses comme ça. Jamais je me suis posé cette question-là. Et au final, c'est vraiment parce que les deux, ils m'ont poussé, ils m'ont dit, fais une vidéo sur ton boulot de modèle. Vois ce que ça donne. J'ai dit, let's go, je fais une vidéo sur ça. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne, début 2021, avec la première vidéo, je suis modèle au Japon. Et la vidéo, elle a fait 150 000 vues, tu vois. Donc, et à partir de là, je suis juste resté dedans et puis j'ai commencé à faire mes vidéos et voilà. Quand tu lances cette chaîne YouTube, est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu en attends quelque chose ou c'est totalement freestyle? Pour te dire, à ce moment-là, comme je sais que je suis apparu sur la chaîne de Louis, genre sur Instagram, j'ai pris 300 abonnés. Je me dis, waouh, incroyable. J'avais 2000 abonnés, je suis passé à 2300 à ce moment-là. Je me dis, incroyable. Je me dis, ok, forcément des gens qui m'ont vu, peut-être avec l'écoulement, il y a des gens qui vont venir, tu vois, le ruissellement. Je me dis, allez, sur un an, 1000 abonnés. Let's go. Et sur un an, j'en ai fait 100 000. Et c'était pas prévu du tout. Et encore aujourd'hui, je l'explique pas, je sais pas. Je suis très content, je sais pas, je sais vraiment pas quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que ça a fonctionné, que j'aimais ça, faire des vidéos et puis parler un petit peu de tous ces sujets-là. Et puis au final, non, aujourd'hui, c'est devenu un métier à part entière. Je continue mon métier d'avant. Je suis toujours à la télévision au Japon, tout ça. Mais YouTube, c'est vraiment devenu une part entière de mon travail et je suis très content de ça. Donc aujourd'hui, tu te sens youtubeur? Oui et non. Oui et non, parce que j'ai été viewer trop longtemps. Et du coup, j'ai vraiment ce sentiment très bizarre. C'est quand je regarde des youtubeurs, là j'en croise des youtubeurs à droite à gauche. Pour moi, c'est eux les youtubeurs, c'est pas moi. Moi, je suis juste le viewer qui met des vidéos sur YouTube de temps en temps, tu vois. Alors, je me permets de te couper une seconde, j'explique cette question. C'est une question que je pose régulièrement aux créateurs de contenu sur ma chaîne parce que, à force de discuter avec eux, de mon expérience, de leur expérience, d'échanger, en fait, on a tous un décalage sur quand est-ce qu'on s'est senti youtubeur. Et parfois, chez certains, ça arrive très très tard, ce sentiment de se dire « je suis légitime à me dire créateur de contenu ». Tu vois, je suis plus un mec dans ma chambre, ou entre guillemets dans mon appart, qui fait des vidéos. Donc à partir de quand c'est arrivé ce moment-là pour toi? Ou est-ce qu'il n'est pas encore arrivé? Moi, c'est pas encore arrivé. Je pense à l'heure actuelle, je me sens pas encore youtubeur. Et même le terme youtubeur, déjà, c'est... Tu peux te poser la question déjà du terme youtubeur, est-ce qu'il est adéquat ou pas, tu vois. Mais non, encore aujourd'hui, moi j'ai un gros sentiment d'imposteur, complexe de l'imposteur. Ouais. Qui fait que non, encore aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Et chaque vidéo, j'ai l'impression que je me remets en jeu. J'ai l'impression que chaque vidéo que je sors, c'est comme si je remettais carte sur table et je redémarrais de zéro. Et c'est très bizarre comme sentiment. Mais genre vraiment, à chaque vidéo, je me dis peut-être celle-là, personne ne va la regarder. Parce que j'ai vraiment ce sentiment très bizarre de me dire non, c'est, je sais pas. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Et l'aspect chance a été suffisamment fort pour que je me pose des questions quant à ma légitimité, on va dire. Mais après, j'aime ça, donc je le fais. Mais c'est très bizarre. Je suis assez partagé sur la question. Parce que je sais que je le suis, je gagne ma vie avec ça. Donc c'est devenu un travail en soi. Donc oui, youtubeur, c'est mon travail aujourd'hui. Mais est-ce que intérieurement, en tant que personne, en tant que Mitsu, je me sens youtubeur? Genre je me lève le matin, je me dis moi je suis youtubeur? Non, pas du tout. Est-ce que pour vous, Mitsu est youtubeur?
Ouais. Pas trop fort, pas trop fort. Ok, ok. Aujourd'hui, tu fais entre 2 et 3 vidéos par mois. Ouais, j'essaie de. À la base, j'ai voulu faire une vidéo par semaine parce que je trouvais que c'était un rythme sympa. La première année, je l'ai plutôt bien tenu. Il y a juste quelques fois, pour diverses raisons, j'ai pas pu le faire, mais j'ai essayé vraiment de tenir tous les dimanches une vidéo, une vidéo, une vidéo. La deuxième année, j'ai eu, bon, j'en parle librement, mais j'ai fait une dépression sur la deuxième année. Burn-out plus dépression. Donc j'ai eu moins de vidéos, je sautais plus de temps en temps. Donc on arrivait sur 2 vidéos, 3 vidéos par mois. Et là, cette année, j'ai un peu moins la dépression parce que j'ai un bébé qui est né entre-temps. Mais qui dit bébé dit que j'ai un peu moins de temps aussi. Du coup, on est sur 2-3 vidéos par mois. J'essaie au maximum d'en faire une toutes les semaines. Mais il y a des fois où vraiment, soit j'ai pas le temps, soit ça peut être manque d'inspiration, ça peut être juste je travaille sur une vidéo mais je me dis elle est pas au niveau, tant pis, on la fera la semaine prochaine. Donc voilà. Mais j'essaie de garder ce cap de au moins 3 vidéos par mois si possible. Ouais. Je sais que c'est une question très particulière parce que chaque vidéo est différente. Mais pour toi, en moyenne, une vidéo, c'est combien de temps de travail? Alors quand je dis combien de temps de travail, ça peut parler de entre la conception, tournage, montage, etc., etc. Ça va vraiment dépendre du format. Ouais. Il y a des formats qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Une fourchette. En termes d'heures, on va donner. En termes d'heures, je pense, on prend écriture, tournage, montage, 50-60 heures, je pense. 60 heures 50-60 heures. Ouais. Ah, quand même. Ouais, mais après, ça dépend du format. Dans un format Dinomitsu, ce qui va prendre le plus de temps, ça va être peut-être le montage et encore. Ça va être parce que les gens t'envoient des questions, donc il faut aller regarder. Tu as genre 500-600 questions, il faut aller chercher les 20 questions auxquelles tu vas répondre. Donc ça va te prendre 3-4 heures. À partir de là, il faut que tu dises OK, où est-ce que je vais tourner, qu'est-ce que je vais tourner. Donc ça, tu y réfléchis. Ensuite, tu pars du coup toute une journée dans un quartier, tu fais tes trucs. Le tournage en soi, ça va durer 3-4 heures. Et ensuite, tu rentres, tu dérushes et tu fais ta vidéo. Donc un format Dinomitsu, ça va être 3 bonnes journées de travail, je pense. Mais moi, je suis le genre de gars, en fait, je calcule pas mon temps. Donc quand je me mets sur un montage, je peux commencer à 5 h du matin et je continue jusqu'à 23 h sans manger, tu vois. Donc c'est très dur de calculer le temps. Mais je pense en moyenne, ouais, sur une vidéo, par exemple, vous prenez des vidéos comme les vidéos un peu plus face cam où je vais développer un sujet ou quoi. Entre écriture, tournage, montage, on est sur facilement au moins 50 heures, 60 heures de travail, je pense. Et une vidéo où tu as des invités, c'est plus long? Lesquels, par exemple? Les formats anecdotes, par exemple ce que j'avais fait avec Ted Louis, tout ça. Par exemple. Là, forcément, c'est beaucoup moins parce que le tournage en lui-même, c'est plus freestyle. Donc là, c'est juste, il faut trouver le concept, inviter les gens, on va dans une salle, on tourne notre truc, et ensuite, ça va vraiment être full montage, en fait. Donc un montage comme celui-là, ça va prendre, si t'es rapide, 2 jours de travail, si t'es un peu moins rapide, 3 jours de travail. Tu rajoutes à ça les quelques heures de tournage, et t'es sur ça va faire quoi, 12, 24, 36, 40 heures peut-être. D'accord. Tu apparais sur pas mal de vidéos d'autres chaînes. Tu invites des gens sur ta chaîne. Donc, et on voit surtout des différences dans les invités. Tu as des gens que l'on connaît bien, Ted, Louis. Des gens qu'on connaît un petit peu moins, ta sœur par exemple. Angélique. Ouais. Si je te dis que là, j'ai une baguette magique, et pour ta prochaine vidéo, je peux avoir qui tu veux. Il ou elle est disponible. Qui ce serait et pourquoi? Dans mes connaissances ou vraiment n'importe C'est une baguette magique, qui tu veux. Ok. Ne me dis pas moi, je suis déjà là avec toi. Mince, tu l'as tiré de la bouche. Là. Ouais, je sais. Genre le créateur avec qui j'ai vraiment envie de faire un truc. Que ce soit un créateur, n'importe qui. Le feat de rêve pour Mitsu, c'est qui? Ouais, il y en a trop. Il va falloir choisir. Ma baguette magique. Je vais t'en donner 2 dans 2 secteurs différents. Allez, vas-y. On va commencer sur YouTube parce que YouTube, forcément, c'est de ça qu'on parle. Je pense, et ça n'a rien à voir, je pense que beaucoup de gens vont être déçus parce qu'ils connaissent peut-être même pas, c'est Peter McKinnon. Peter McKinnon, qui est un YouTuber canadien, un de mes YouTubers préférés, qui est incroyable. Les gens, souvent, sur ma chaîne, ils me disent, ils aiment bien la façon dont je filme, la manière que j'ai de travailler mes vidéos, tout ça. Je tiens beaucoup de ce mec-là. C'est un mec qui explique en gros comment il filme ses vidéos, comment il prend ses photos, etc. Donc c'est un bail très particulier. C'est vraiment, il faut adorer la tech photo, vidéo pour aider sa chaîne à lui. Mais il est incroyable. C'est vraiment une source d'inspiration depuis très longtemps. Et je pense que si un jour je peux faire une vidéo avec lui, c'est le rêve. Et autre domaine, la musique, parce que je suis musicien à la base. Moi, c'est le chanteur de Bring Me The Horizon. Mon groupe préféré, groupe britannique de metalcore, mais incroyable. Et si un jour je peux faire un feat avec eux, mais je peux mourir le lendemain, ça me va, il n'y a pas de souci. Ok, merci pour ta réponse. Avec plaisir. Je t'en prie.
Maintenant, une question, bon, on va parler de ce qui intéresse tout le monde, on va parler un petit peu des sous. Hein. Les bébêtes. Squeezie, il a 18 millions d'abonnés. Louis San, 1,24 million. Toi, 161 000. Mon pote, Authentique Manga, 4400 abonnés. Allez voir sa chaîne, c'est très sympathique ce qu'il fait. L'homme au chapeau là-bas. Franchement, nous là, tous les youtubeurs, en vrai, on gagne autant que les footballeurs. On est blindés, on peut leur dire. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se sait sur les réseaux. On peut leur dire, t'en penses quoi? T'en penses quoi de ça? Alors, c'est un mythe? Alors, oui et non. En fait, je pense, le problème, c'est que les gens, ils voient une surface de l'iceberg qui va être vraiment les gros youtubeurs qui gagnent énormément d'argent. Et c'est une réalité. Tu prends un Squeezie ou quoi, on va pas parler de mérite, parce que moi, je pense personnellement qu'il mérite totalement. Mais oui, il y a des gens qui gagnent des grosses sommes d'argent. Encore une fois, je pense qu'ils le méritent. Ce que les gens ne voient pas, par contre, c'est que quand on parle d'influenceurs, et genre on parle en France de combien 150 000 influenceurs, quelque chose comme ça, la grande majorité, pour pas dire les 99% des gens, c'est des gens qui sont en dessous du SMIC. C'est des gens qui vivent pas de leurs vidéos. Donc, la création de contenu, est-ce que ça te rend riche? Non, je pense pas. Moi, aujourd'hui, pour parler de moi, donc moi, à la base, mon travail, encore une fois, je travaille dans les médias, mais du côté japonais. Donc moi, mon travail, ça a commencé avec le modeling. Maintenant, je fais des émissions de télé, j'ai été chroniqueur sur des émissions japonaises, etc. Ça, c'est mon travail à part entière au Japon. C'est ce qui fait que je peux rester au Japon, c'est ça qui me donne un visa au Japon. Donc, même si j'avais envie d'arrêter, et j'ai pas envie d'arrêter, je suis obligé de continuer pour vivre au Japon dans tous les cas. Donc ça, c'est une part de ce que moi je gagne. Et YouTube à côté, aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi, je gagne plus sur YouTube que ce que je gagne sur mon travail au Japon. Ça, c'est une réalité. Est-ce que je suis riche pour autant? Pas du tout. Je suis pas du tout riche. Je veux dire, la vision que j'ai de l'argent, j'ai toujours eu la même. Je me suis jamais dit j'ai envie de devenir riche. Par contre, je me suis toujours dit, parce que je viens d'une famille qui est pas du tout aisée, on vient d'une famille où vraiment on n'a jamais eu de thunes, j'ai bouffé des pâtes au beurre pendant longtemps. J'avais juste envie, surtout maintenant que j'ai une femme et un bébé, d'avoir assez d'argent de côté pour que peu importe ce qui nous arrive, que ce soit dans la maladie, que ce soit, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Que jamais la question de l'argent, on se la pose dans ce moment-là. Qu'on se dise mince, on doit régler ça, mais on n'a pas l'argent pour. Moi, je veux juste avoir suffisamment d'argent de côté pour me dire, peu importe ce qui m'arrive, à Fanny, au bébé, à moi, on pourra le surmonter. Donc ça, pour moi, c'est pas des milliards et des milliards d'euros, tu vois. C'est juste, je sais pas, je peux pas te donner un montant, mais juste suffisamment pour vivre bien, pour manger sainement, pour, voilà, s'il y a un problème, on le gère. Et très bien, moi, si je peux gagner ça, ça me va. Et actuellement, avec YouTube, j'y arrive plutôt bien, donc je suis très content de ça. Pour la première fois de ma vie, parce que je suis un anxieux, j'arrive à ne pas trop me poser la question de l'argent de manière générale. C'est une bonne chose. Mais je me sens pas spécialement riche pour autant et j'ai pas de volonté à l'être non plus. Sur ta chaîne, tu as parlé plusieurs fois justement, entre autres, de l'accouchement, du prix que ça coûtait. Et c'est vrai qu'en effet, on peut… Et typiquement, on est là-dedans. Oui, j'ai plus le prix en tête, mais j'ai fait « Waouh !» Je préfère toujours un petit peu en parler parce qu'en effet, les gens, quand ils voient sur YouTube, ils ont certaines idées. Moi, j'ai aucun problème. Par exemple, je suis à moins de 50 balles par mois. J'ai un invité comme à la maison qui nous a dit, donc un beaucoup plus gros youtubeur, un gros tiktoker, je crois qu'il fait même pas 2000 € par an. Donc c'est important aussi de se dire que c'est pas parce que tu es sur YouTube ou même que tu as beaucoup d'abonnés que tu es riche. Juste pour être vraiment transparent, et au moins les gens ils auront une vision. Sur mes vidéos à moi, la moyenne globale de mes vidéos, je fais entre 100 et 130 000 vues. Ce que YouTube me rapporte avec la monétisation, c'est environ 2000 €. Ça vous donne un exemple. Moi, c'est 2000 € à peu près que je gagne grâce aux 100 000 vues que je fais sur ma chaîne. Donc, on n'est pas dans des 20 000, 30 000, 50 000 €. Tu vois. Avec 100 000 vues, on a à peu près 2000 €. Ce qui est bien, tu vis avec ça. Après, à côté de ça, tu as des sponsors qui te permettent d'avoir un peu plus, etc. Il faut aussi avoir la notion de société. Parce que l'argent que tu gagnes, c'est pas ton argent, c'est l'argent de ta société. Donc, moi, je touche juste un petit salaire tous les mois, mais l'argent, c'est celui de ma société, c'est pas le mien. Mais du coup, voilà, ça permet un peu de démystifier le truc. Parce que oui, c'est bien, 2000 €, c'est très bien. Mais c'est pas non plus des sommes astronomiques. Et dès que tu rentres, en gros, il faut comprendre, YouTube, c'est un système de paliers. C'est plus tu as un palier haut, donc quand tu vas dépasser les 500 000, plus tu es rare. Et forcément, plus tu coûtes cher. Tu vois. Et c'est comme ça, en gros, que fonctionne le business de l'influence. On en a parlé un petit peu juste avant. Tu partages beaucoup d'intimes sur ta chaîne. Ouais. Ta famille, ta maison. Ouais. Si tu étais résident en France, Ok. aurais-tu eu plus d'appréhension à en partager autant?
Alors oui, forcément. Par exemple, j'aurais peut-être pas montré ma maison. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Mastu. Voilà, c'est vrai que le fait d'être au Japon, le fait d'être un petit peu loin, tout ça, on s'est posé la question. Je me permets de te couper une seconde, ce qui s'est passé avec Mastu, si tu peux juste nous... Ah oui, bah Mastu, mais je pense que les gens voient un peu, mais Mastu qui s'est retrouvé un petit peu harcelé chez lui parce que les gens avaient trouvé où il habitait. Et du coup, voilà, ça a été très loin, hein, mais des gens qui sonnaient chez lui jour et nuit, qui lui balançaient des trucs à la fenêtre et tout. Enfin, voilà, il a dû déménager à cause de ça. Ça a été une grosse source de stress pour lui. Donc nous, forcément, quand on a fait la maison, on voit qu'on a eu notre maison là récemment avec Fanny, on s'est posé la question. Fanny se l'est même plus posé que moi. Elle était en mode, t'es sûr que tu veux montrer le devant de la maison, l'intérieur ça me gêne pas, mais le devant. Et j'étais en mode, Fanny, on a un palmier. Je peux pas ne pas le montrer. Donc non, c'est vrai. Et une véranda. Et une véranda. Donc ouais, non, c'est vrai que on s'est posé la question, mais l'endroit où on vit est suffisamment un peu reculé tout en étant dans le centre. Et surtout, on sait qu'il y a très peu de gens au final qui sont dans Tokyo, même s'il y a des touristes de temps en temps, tout ça. Donc on se dit, ça va, on a le luxe. Ça va? Ça va aller? On se dit, on a le luxe de pouvoir se permettre de le montrer, contrairement à certains, ça c'est sûr. C'est une chance qu'on a. Par contre, pour revenir sur le point de vue de l'intimité, souvent les gens, parce que j'ai un format forcément où, moi, à la base, je parle de mes expériences. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est souvent moi je fais des vidéos, mes galères au Japon et tout. Et il y a des gens des fois qui sont là, mais tu parles que de tes galères, c'est chiant et tout. Moi, ce que j'essaie de faire via parler de mes galères, c'est déjà de les démystifier. Parce que des galères, ça arrive à tout le monde. Mais le fait de les surmonter et de montrer que tu peux les surmonter, autant moi déjà, ça me permet un peu de démystifier le truc et tu vois. Et je pense que ça peut être un message aussi. En disant, même si vous arrivez des galères, ça va. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Parce que sur le moment, quand il m'arrive des trucs, moi j'en rigole en vidéo. La réalité, c'est que je suis sous terre, je suis vraiment pas bien. Mais le fait d'en parler en rigolant derrière, j'aime bien démystifier ce moment-là. Parce que ça arrive à tout le monde et c'est important d'en parler, je pense. Et pour en revenir à l'intimité, moi je me suis vite rendu compte que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, sur le YouTube Japon, qui est une niche, il y avait Ichiban Japan, il y avait Japania, il y avait Louis, il y avait Ted, il y avait Lucas TV, il y avait Pandaman à l'époque. Et moi, je suis arrivé, je suis personne. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que moi je vais faire alors qu'il y a déjà tous ces gens-là? J'ai pas le niveau. Je peux pas en fait, parce qu'ils ont déjà tout fait sur YouTube Japon. Les voyages, ils les ont fait. Parler des phénomènes sociétaux, ils les ont fait. Qu'est-ce que moi je peux faire? Et je me suis creusé la tête parce que je voyais bien Louis et Tef qui me disaient fais-le. Et moi, je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire là-dedans. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la seule chose que j'avais et que, entre parenthèses, les autres n'avaient peut-être pas forcément, c'est les expériences un peu loufoques que j'ai vécues toute ma vie. Avoir été host, avoir été idol, être dans le milieu des médias, être modèle, c'est des choses dont les autres gens ne parlent pas. Et je me suis dit, parler de mes expériences, c'est ce qui me permet déjà d'avoir une manière assez nouvelle de parler de culture japonaise via du vécu. Pas juste dire au Japon c'est comme ça, dire je l'ai vécu comme ça. Ça me permet aussi de donner un message un peu en disant, on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais de dire, moi je suis personne à la base. Je suis arrivé littéralement avec juste une guitare, avec 3000 € en poche, qui sont partis très rapidement. Et j'ai réussi à faire quelque chose quand même. Je suis pas le roi du monde, mais j'ai réussi à faire des trucs. Et j'aime bien ce message de, si vous voulez faire un truc dans votre vie, juste essayez. Et ça va vous amener quelque part. Moi à la base, je suis allé au Japon pour devenir musicien. Je joue pas de la guitare. Aujourd'hui, je suis devenu youtubeur, je suis dans les médias au Japon, je fais de la télé, tout ça. C'est pas ce que j'avais prévu à la base. Mais est-ce que si j'avais pas tenté de devenir musicien, j'aurais fait tout ça? Certainement pas. Et j'aime bien ce message de dire, essayez des choses, tentez des choses, parce que dans tous les cas, ça va vous amener quelque part. Et le fait de faire des trucs, ça va vous faire des trucs. Dans tous les cas. Et je suis désolé, ça se dérive un peu, mais pour en revenir à l'intimité, ça nous amène au fait que le fait de parler de tout ça, pour moi, je trouve ça vachement important, le fait de démystifier tout ça. Mais par contre, est-ce que moi, personnellement, je trouve que je parle de mon intimité? Non. Parce qu'en gros, l'intimité, comment je suis dans la vie de tous les jours avec Fanny à la maison, les gens ne le savent pas. Ma vraie intimité personnelle, les choses que j'ai pas envie que les gens sachent, les gens ne le savent pas en fait. Et ce que je montre, c'est quelque chose qui est très calculé, où je me dis qu'il y a un message suffisant derrière pour que ce soit intéressant que j'en parle. Ma maison au Japon, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de partir, même pas au Japon, à l'étranger, de se prendre une maison et qui savent pas toutes les galères que c'est. Et je me dis, le fait d'en parler en rigolant, ça permet de faire comprendre aux gens, via tout un message culturel, via tout un message de vécu, comment ça se passe à l'étranger. Et juste ça, je trouve que c'est suffisamment intéressant d'en parler pour que moi, j'utilise mon propre expérience, mon propre vécu et mon propre intimité, entre parenthèses, pour le mettre en avant ou pour le mettre en image. Mais ma véritable intimité, je pense que personne ne la connaît.
Mitsugi, c'est ton prénom? Alors ça, c'est une bonne question. Oui et non. Parce que forcément, bon ça... D'ailleurs, alors je sais une chose, les gens. J'ai dit mon prénom il y a 1 an et demi. Merci. Il y a encore des gens qui me mettent des commentaires. Mais dis donc, Mitsu, tu nous avais promis aux 100 000 abonnés. Il est où ton prénom? Je l'ai déjà dit. Cherchez bien. Je l'ai même mis dans le titre de la vidéo maintenant. J'ai dit, regardez bien à la fin, il y a mon prénom. Voilà. Je m'appelle Émeric. Bon, vous le savez. Pourquoi Mitsu? C'est la question que je pose. Même pas. Même pas. Non, c'était pour savoir le rapport à l'intimité à donner son prénom. Ça ne vient même pas de là. En vrai, on m'appelle Mitsu depuis que je suis en France. Ça fait 17-18 ans qu'on m'appelle Mitsu. Et à part ma mère, et je le dis souvent, hein, mais il faut comprendre que personne ne m'appelle. Fanny m'appelle Mitsu, pour vous dire. D'ailleurs, c'est rigolo quand ma mère m'appelle et qu'elle dit ah Émeric, et qu'il y a Fanny qui lui dit oui, il y a Mitsu qui a fait ça. Tu vois. Les deux m'appellent par un prénom différent. Ça fait très longtemps. Ça vient de beaucoup de choses, mais ça vient aussi de l'époque où j'étais justement avec des Japonais, etc. Et c'est un peu un nom qu'on m'a donné, mais qui est devenu mon prénom à part entière. D'accord. Via toutes mes expériences, via tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, là, on rentre dans des trucs un peu plus deep. Je ne vais pas rentrer dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prénom Émeric, ça me ramène à la vie que j'ai eue en France, où il s'est passé des choses pas forcément cool dans mon passé. Et autant j'adore mon prénom, Émeric, je trouve c'est classe, j'aime bien. Autant il a une connotation personnelle qui est une vie, pas que j'ai oublié, pas que j'ai envie d'oublier, mais qui est des trucs pas forcément cool. C'est-à-dire que les gens qui m'appelaient Émeric à une époque, c'était pas des gens dont j'ai envie de me rappeler. Ouais. À part ma mère. Par contre, Mitsu, j'ai que des bons souvenirs avec ce prénom. C'est la personne que je suis devenue, c'est toutes les expériences que j'ai vécues. Ça a beaucoup plus de signification pour moi, Mitsugi, que Émeric. C'est très compliqué. Je pense que ça parle à des gens, ça n'en parle pas à d'autres, et je peux le comprendre, c'est vraiment pas un problème. Mais la réalité derrière ce prénom-là, c'est juste ça. C'est juste le fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus proche de moi, parce que ça fait 17-18 ans qu'on m'appelle comme ça. Qu'aujourd'hui, dans mon agence, je suis Mitsu. Sur les papiers au Japon, j'ai des papiers, pas tous, mais j'ai des papiers où je suis Mitsu. Sur Uber, je suis Mitsu, c'est même pour ça que les gens, ils veulent pas me prendre. Enfin voilà, du coup Mitsugi, c'est aujourd'hui mon prénom à part entière, même si c'est pas mon prénom de naissance. En fin de vidéo en général, ou cette fois-ci sur la Japan, il y a toujours la question de l'invité précédent. L'invité précédent, c'était hier sur cette même scène, et c'est Louis, un mangaka français, que je vous conseille d'aller rencontrer. Il a son stand, il fait un très beau manga qui s'appelle Red Flower. Donc il m'a donné la question pour Mitsu. Vas-y. Je te la lis textuellement, il n'y a pas d'interprétation. Mitsu, tu m'héberges quand? Comment? Tu m'héberges quand? Et puis ensuite, quand j'ai eu un verre jaune, il m'a dit non, plus sérieusement. Alors déjà, première question, quand il veut. Et je te laisse aller à la seconde. Tu le connais pas. Oh là là, il va venir. Tu le connais pas, il va venir. J'ai un grenier. T'inquiète, je lui mets un petit sac de couchage, une petite bouteille d'eau, il est bien. Et donc, plus sérieusement, si quelqu'un souhaite faire comme toi, c'est-à-dire venir vivre au Japon, quel est le piège à éviter? Waouh! Ça va dépendre des gens. C'est une bonne question. C'est une bonne question et on a 2 minutes. Ah ouais, c'est ça le problème. Alors, je vais vous donner un conseil. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne vont pas le suivre. C'est normal. Juste, si ça vous parle, que vous avez prévu d'aller au Japon et que vous voulez un maximum vous intégrer et vivre votre voyage au Japon ou vos années au Japon le mieux possible, ça va passer par l'intégration. L'intégration, tout le monde en parle, tout le monde est là en mode on peut s'intégrer, on peut pas s'intégrer. Je me suis très bien intégré au Japon. C'est passé par une chose. C'est horrible ce que je vais vous dire. Mais éviter les compatriotes. C'est très con. C'est qu'en gros, ce qui se passe, et au final, quand tu réfléchis, c'est logique. Hein, mais quand vous allez arriver au Japon, si vous êtes tout seul surtout, forcément, vous allez être en recherche de compatriotes parce que vous êtes seul, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous allez avoir beaucoup de moments de stress, beaucoup de moments où vous ne savez pas comment faire, surtout si vous ne parlez pas la langue. Ça va être beaucoup de questions. Et le fait d'avoir une figure, que ce soit un Français, que ce soit un Américain, peu importe, mais quelqu'un avec qui vous avez la communication facile, c'est rassurant. Par contre, le problème, c'est que si derrière, vous ne forcez pas pour essayer au maximum de vous faire des amis japonais, d'être au maximum entouré de japonais et d'être dans ce qu'on appelle un kankyo en japonais, donc un environnement japonais, l'intégration va être d'autant plus dure parce que chaque moment difficile, qui sont les moments les plus formateurs, vous allez prendre l'échappatoire qui va être mon ami, mon machin, etc. C'est la même chose pour la langue. Si vous voulez apprendre le japonais, oubliez votre anglais. Vraiment.
Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir parler japonais, vous n'allez pas savoir, vous êtes en « Ah mince, comment on dit ça ?» Si vous avez l'échappatoire de l'anglais, jamais vous allez faire le travail nécessaire pour que le japonais il rentre dans votre tête. Alors que si, moi par exemple, je parlais pas anglais quand je suis arrivé au Japon. Meilleur bail. Parce que moi, je savais pas expliquer un truc. Je trouvais les mots suffisants pour essayer d'exprimer le machin. Et au final, ce travail de recherche intérieure, c'est ça qui m'a permis par la suite de très rapidement parler très bien japonais. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est essayer un maximum de vivre à la japonaise. Avec des japonais, sortez dans des endroits où il y a des japonais, faites-vous des amis japonais. Même si ça peut paraître difficile, croyez-moi, les japonais sont beaucoup plus gentils et beaucoup plus sympathiques et chauds que ce que vous pensez vraiment. J'ai des soirées dont je ne vais pas parler ici pour le prouver. Et non, vraiment, pour moi, mon conseil, c'est ça. C'est essayer vraiment un maximum de le faire à la japonaise. Parce que si vous prenez l'échappatoire de la francophonie là-bas, ou etc., malheureusement, vous risquez, et j'en ai vu beaucoup, de passer à côté de la meilleure expérience que vous pourriez avoir au Japon. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On respecte presque les horaires. En ce qui concerne la question de l'invité précédent, on en parlera tout à l'heure tranquillement. Ouais, ok. Il y a 2 Golgoth là qui vont me sortir, sinon c'est pour te dire. Il n'y a pas de souci. Dernière chose, moi je vous remercie d'être là, d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à tous. J'espère que vous passerez une bonne Japan Expo. C'était Ed le Fou et comme à mon habitude, je vais poser mon micro et je vais laisser Mitsu pour le mot de la fin. Merci à vous. C'est horrible, tellement de stress. Écoutez, déjà encore une fois, alors déjà câlin. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère que ça a été, ça va, pas trop déçu, ça va. Je vais vraiment parler en roue libre. Donc, non, encore une fois, merci beaucoup. Comme je le dis souvent, en vivant à Tokyo, je n'ai pas accès à vous tous. Je ne vois pas. Et je pleure. Non, ça me fait trop plaisir. Là, le fait de pouvoir vous voir en vrai pendant 4 jours, le fait de rencontrer des gens qui m'arrêtent à droite à gauche en me disant « Regarde tes vidéos, je trouve ça fou ». Parce qu'encore une fois, moi j'ai commencé les vidéos pendant le Corona. À cette époque-là, il n'y avait pas de touristes. Moi, les gens qui regardent mes vidéos, je ne les voyais pas en vrai. Et c'est dur parce que du coup, je voyais les chiffres qui montaient, mais pour moi, c'était des chiffres. Et je savais qu'il y avait des humains derrière, mais c'est dur. C'était vraiment dur de mettre ça en image, de le conscientiser. Et là, je vous vois tous et ça me fait trop plaisir. Donc vraiment, merci d'être venus. J'espère vraiment que ça vous a plu, cette petite discussion. Moi, je vais me promener de temps en temps dans la Japan. Si vous me voyez, n'hésitez pas à venir taper la discute. Je suis vraiment là pour ça. N'ayez pas peur de venir me voir. Il y en a qui osent pas, mais vraiment oser. Et puis voilà, j'espère juste que je ne vous décevrai pas, que ce soit moi là maintenant, que ce soit via mes vidéos, que ce soit via tout ce que je fais. Et puis j'espère apporter un maximum de bons messages aussi. C'est toujours via mes vidéos de donner des messages intéressants qui peuvent apporter du bon aux gens. Même si je parle de galère, encore une fois, il faut voir le message derrière ça. Et puis voilà, encore une fois, juste merci à tous, du fond du cœur. Je ne serais pas assis là si vous n'étiez pas là. Et puis j'espère que vous voir après quelque part, ou les Lucas. Bisous à tous, merci beaucoup.